Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 1. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier, et si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur-le-champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. « Savez-vous, mon cher ami, dit un jour Mrs. Bennet à son mari, que Netherfield Park est enfin loué ?» Monsieur Bennet répondit qu'il l'ignorait. « Eh bien, c'est chose faite. Je le tiens de Mrs. Lang, qui sort d'ici. » Mr. Bennet garda le silence. « Vous n'avez donc pas envie de savoir qui s'y installe ?» s'écria sa femme impatientée. « Vous brûlez de me le dire, et je ne vois aucun inconvénient à l'apprendre. » Mrs. Bennet n'en demandait pas davantage. « Eh bien, mon ami, à ce que dit Mrs. Lang, le nouveau locataire de Netherfield serait un jeune homme très riche du nord de l'Angleterre. Il est venu lundi dernier en chaise de poste pour visiter la propriété et l'a trouvée tellement à son goût qu'il s'est immédiatement entendu avec Mr. Morris. Il doit s'y installer avant la Saint-Michel et plusieurs domestiques arrivent dès la fin de la semaine prochaine afin de mettre la maison en état. »« Comment s'appelle-t-il ?»« Bingley. »« Marié ou célibataire ?»« Oh, mon ami, célibataire. Célibataire et très riche. 4 ou 5 000 livres de rente. Quelle chance pour nos filles !»« Nos filles ? En quoi cela les touche-t-il ? » ?»« Que vous êtes donc agaçant, mon ami. Je pense, vous le devinez bien, qu'il pourrait être un parti pour l'une d'elles. » »« Est-ce dans cette intention qu'il vient s'installer ici ? » ?»« Dans cette intention ? Quelle plaisanterie ! Comment pouvez-vous parler ainsi ? Tout de même, il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce qu'il s'éprenne de l'une d'elles, et c'est pourquoi vous ferez bien d'aller lui rendre visite dès son arrivée. »« Je n'en vois pas l'utilité. Vous pouvez y aller, vous-même, avec vos filles, ou vous pouvez les envoyer seules, ce qui serait peut-être encore préférable, car vous êtes si bien conservé que Mr. Bingley pourrait se tromper et égarer sur vous sa préférence. »« Vous me flattez, mon cher. J'ai certainement eu ma part de beauté jadis, mais aujourd'hui j'ai abdiqué toute prétention. Lorsqu'une femme a 5 filles en âge de se marier, elle doit cesser de songer à ses propres charmes. D'autant que, dans ce cas, il est rare qu'il lui en reste beaucoup. Enfin, mon ami, il faut absolument que vous alliez voir Mr. Bingley dès qu'il sera notre voisin. »« Je ne m'y engage nullement. »« Mais pensez un peu à vos enfants, à ce que serait pour l'une d'elles un tel établissement. Sir William et Lady Lucas ont résolu d'y aller uniquement pour cette raison, car vous savez que, d'ordinaire, ils ne font jamais visite aux nouveaux venus. Je vous le répète, il est indispensable que vous alliez à Netherfield, sans quoi nous ne pourrions y aller nous-mêmes. »« Vous avez vraiment trop de scrupules, ma chère. Je suis persuadé que Mr. Bingley serait enchanté de vous voir, et je pourrais vous confier quelques lignes pour l'assurer de mon chaleureux consentement à son mariage avec celle de mes filles qu'il voudra bien choisir. Je crois toutefois que je mettrai un mot en faveur de ma petite Lizzie. »« Quelle idée ! Lizzie n'a rien de plus que les autres. Elle est beaucoup moins jolie que Jane et n'a pas la vivacité de Lydia. Certes, elles n'ont pas grand-chose pour les recommander les unes ni les autres. Elles sont sottes et ignorantes, comme toutes les jeunes filles. Lizzie, pourtant, a un peu plus d'esprit que ses sœurs. »« Oh, Mr. Bennet, parlez ainsi de ses propres filles. Mais vous prenez toujours plaisir à me vexer. Vous n'avez aucune pitié pour mes pauvres nerfs. »« Vous vous trompez, ma chère. J'ai pour vos nerfs le plus grand respect. Ce sont de vieux amis. Voilà plus de 20 ans que je vous entends parler d'eux avec considération. »« Ah, vous ne vous rendez pas compte de ce que je souffre. J'espère cependant que vous prendrez le dessus et que vous vivrez assez longtemps pour voir de nombreux jeunes gens pourvus de 4 000 livres de rente venir s'installer dans le voisinage. »« Et quand il en viendra 20,
À quoi cela servirait-il, puisque vous refusez de faire leur connaissance? Soyez sûre, ma chère, que lorsqu'ils atteindront ce nombre, j'irai leur faire visite à tous. Mr. Bennet était un si curieux mélange de vivacité, d'humeur sarcastique, de fantaisie et de réserve qu'une expérience de 23 années n'avait pas suffi à sa femme pour lui faire comprendre son caractère. Mrs. Bennet elle-même avait une nature moins compliquée, d'intelligence médiocre, peu cultivée et de caractère inégal. Chaque fois qu'elle était de mauvaise humeur, elle s'imaginait éprouver des malaises nerveux. Son grand souci dans l'existence était de marier ses filles et sa distraction la plus chère, les visites et les potins. Chapitre 2. Mr. Bennet fut des premiers à se présenter chez Mr. Bingley. Il avait toujours eu l'intention d'y aller, tout en affirmant à sa femme, jusqu'au dernier moment, qu'il ne s'en souciait pas, et ce fut seulement le soir qui suivit cette visite que Mrs. Bennet en eut connaissance. Voici comment elle l'apprit. Mr. Bennet, qui regardait sa seconde fille occupée à garnir un chapeau, lui dit subitement « J'espère, Lydie, que Mr. Bingley le trouvera de son goût. » « Nous ne prenons pas le chemin de connaître les goûts de Mr. Bingley, » répliqua la mère avec amertume, « puisque nous n'aurons aucune relation avec lui. »« Vous oubliez, maman, » dit Élisabeth, « que nous le rencontrerons en soirée et que Mrs. Lang a promis de nous le présenter. »« Mrs. Lang n'en fera rien. Elle-même a 2 nièces à caser. C'est une femme égoïste et hypocrite. Je n'attends rien d'elle. »« Moi non plus, » dit Mr. Bennet. Et je suis bien aise de penser que vous n'aurez pas besoin de ses services. Mrs. Bennet ne daigna pas répondre, mais, incapable de se maîtriser, elle se mit à gourmander une de ses filles. « Kitty, pour l'amour de Dieu, ne toussez donc pas ainsi. Ayez un peu de pitié de mes nerfs. »« Kitty manque d'à-propos, » dit le père. « Elle ne choisit pas le bon moment pour tousser. »« Je ne tousse pas pour mon plaisir, » répliqua Kitty avec humeur. « Quand doit avoir lieu votre prochain bal, Lydie ? » ?»« De demain en 15. »« Justement !» s'écria sa mère. « Et Mrs. Lang, qui est absente, ne rentre que la veille. Il lui sera donc impossible de nous présenter Mr. Bingley, puisqu'elle-même n'aura pas eu le temps de faire sa connaissance. »« Eh bien, cher ami, vous aurez cet avantage sur Mrs. Lang. C'est vous qui le lui présenterez. » « Impossible, Mr. Bennet, impossible, puisque je ne le connaîtrai pas. Quel plaisir trouvez-vous à me taquiner ainsi ? » « J'admire votre réserve, évidemment. Des relations qui ne datent que de 15 jours sont peu de choses, mais si nous ne prenons pas cette initiative, d'autres la prendront à notre place. Mrs. Lang sera certainement touchée de notre amabilité, et si vous ne voulez pas faire la présentation, c'est moi qui m'en chargerai. » Les jeunes filles regardaient leur père avec surprise. Mrs. Bennet dit seulement « Sottise que tout cela !»« Quel est le sens de cette énergique exclamation ?» s'écria son mari. « Vise-t-elle les formes protocolaires de la présentation ? Si oui, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Qu'en dites-vous, Mary, vous qui êtes une jeune personne réfléchie, toujours plongée dans de gros livres ?» Mary aurait aimé faire une réflexion profonde, mais ne trouva rien à dire. Pendant que Mary rassemble ses idées, continua-t-il, « Retournons à Mr. Bingley. »« Je ne veux plus entendre parler de Mr. Bingley, » déclara Mrs. Bennet. « J'en suis bien fâchée. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? Si je l'avais su ce matin, je me serais certainement dispensée d'aller lui rendre visite. C'est très regrettable, mais maintenant que la démarche est faite, nous ne pouvons plus esquiver les relations. » La stupéfaction de ces dames à cette déclaration fut aussi complète que Mr. Bennet pouvait le souhaiter. Celle de sa femme surtout, bien que, la première explosion de joie calmée, elle assura qu'elle n'était nullement étonnée. « Que vous êtes bon, mon cher ami ! Je savais bien que je finirais par vous persuader. Vous aimez trop vos enfants pour négliger une telle relation. Mon Dieu, que je suis contente! Et quelle bonne plaisanterie aussi d'avoir fait cette visite ce matin et de nous en avoir rien dit jusqu'à présent. Maintenant, Kitty,
Vous pouvez tousser tant que vous voudrez, déclara Mr. Bennet, et il se retira un peu fatigué des transports de sa femme. Quel excellent père vous avez, mes enfants, poursuivit celle-ci, lorsque la porte se fut refermée. Je ne sais comment vous pourrez jamais vous acquitter envers lui. À notre âge, je peux bien vous l'avouer, on ne trouve pas grand plaisir à faire sans cesse de nouvelles connaissances. Mais pour vous, que ne ferions-nous pas? Lydia, ma chérie, je suis sûre que Mr. Bingley dansera avec vous au prochain bal, bien que vous soyez la plus jeune. Oh, dit Lydia d'un ton décidé, je ne crains rien. Je suis la plus jeune, c'est vrai, mais c'est moi qui suis la plus grande. Le reste de la soirée se passa en conjectures. Ces dames se demandaient quand Mr. Bingley rendrait la visite de Mr. Bennet et quel jour on pourrait l'inviter à dîner. Chapitre 3. Malgré toutes les questions dont Mrs. Bennet, aidée de ses filles, accabla son mari au sujet de Mr. Bingley, elle ne put obtenir de lui un portrait qui satisfît sa curiosité. Ces dames livrèrent l'assaut avec une tactique variée, questions directes, suppositions ingénieuses, lointaines conjectures. Mais Mr. Bennet se déroba aux manœuvres les plus habiles, et elles furent réduites finalement à se contenter des renseignements de seconde main fournis par leur voisine, Lady Lucas. Le rapport qu'elle leur fit était hautement favorable. Sir William, son mari, avait été enchanté du nouveau voisin. Celui-ci était très jeune, fort joli garçon, et, ce qui achevait de le rendre sympathique, il se proposait d'assister au prochain bal et d'y amener tout un groupe d'amis. Que pouvait-on rêver de mieux? Le goût de la danse mène tout droit à l'amour. On pouvait espérer beaucoup du cœur de Mr. Bingley. Si je pouvais voir une de mes filles heureusement établie à Netherfield et toutes les autres aussi bien mariées, répétait Mrs. Bennet à son mari, je n'aurais plus rien à désirer. Au bout de quelques jours, Mr. Bingley rendit sa visite à Mr. Bennet et resta avec lui une dizaine de minutes dans la bibliothèque. Il avait espéré entrevoir les jeunes filles dont on lui avait beaucoup vanté le charme, mais il ne vit que le père. Ces dames furent plus favorisées car, d'une fenêtre de l'étage supérieur, elles eurent l'avantage de constater qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. Une invitation à dîner lui fut envoyée peu après, et, déjà, Mrs. Bennet composait un menu qui ferait honneur à ses qualités de maîtresse de maison quand la réponse de Mr. Bingley vint tout suspendre. Il était obligé de partir pour Londres le jour suivant et ne pouvait, par conséquent, avoir l'honneur d'accepter, etc. Mrs. Bennet en fut toute décontenancée. Elle n'arrivait pas à imaginer quelle affaire pouvait appeler Mr. Bingley à Londres si tôt après son arrivée en Hertfordshire. Allait-il, par hasard, passer son temps à se promener d'un endroit à un autre au lieu de s'installer convenablement à Netherfield comme c'était son devoir? Lady Lucas calma un peu ses craintes en suggérant qu'il était sans doute allé à Londres pour chercher les amis qu'il devait amener au prochain bal. Et bientôt se répandit la nouvelle que Mr. Bingley amènerait avec lui 12 dames et 7 messieurs. Les jeunes filles gémissaient devant un nombre aussi exagéré de danseuses, mais, la veille du bal, elles eurent la consolation d'apprendre que Mr. Bingley n'avait ramené de Londres que ses 5 sœurs et un cousin. Finalement, lorsque le contingent de Netherfield fit son entrée dans la salle du bal, il ne comptait en tout que 5 personnes. Mr. Bingley, ses 2 sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme. Mr. Bingley plaisait dès l'abord par un extérieur agréable, une allure distinguée, un air avenant et des manières pleines d'aisance et de naturel. Ses sœurs étaient de belles personnes d'une élégance incontestable, et son beau-frère, Mr. Hurst, avait l'air d'un gentleman sans plus. Mais la haute taille, la belle physionomie, le grand air de son ami, Mr. Darcy, aidé de la rumeur qui, 5 minutes après son arrivée, circulait dans tous les groupes qu'il possédait 10 000 livres de rente, attirèrent bientôt sur celui-ci l'attention de toute la salle. Le sexe fort le jugea très bel homme. Les dames affirmèrent qu'il était beaucoup mieux
que Mr. Bingley, et, pendant toute une partie de la soirée, on le considéra avec la plus vive admiration. Peu à peu, cependant, le désappointement causé par son attitude vint modifier cette impression favorable. On s'aperçut bientôt qu'il était fier, qu'il regardait tout le monde de haut et ne daignait pas exprimer la moindre satisfaction. Du coup, toute son immense propriété du Derbyshire ne put empêcher qu'on le déclarât antipathique et tout le contraire de son ami. Mr. Bingley, lui, avait eu vite fait de se mettre en rapport avec les personnes les plus en vue de l'assemblée. Il se montra ouvert, plein d'entrain, prit part à toutes les danses, déplora de voir le bal se terminer de si bonne heure, et parla d'en donner un lui-même à Netherfield. Des manières si parfaites se recommandent d'elles-mêmes. Quel contraste avec son ami! Mr. Darcy dansa seulement une fois avec Mrs. Hurst et une fois avec Miss Bingley. Il passa le reste du temps à se promener dans la salle, n'adressant la parole qu'aux personnes de son groupe et refusant de se laisser présenter aux autres. Aussi fut-il vite jugé. C'était l'homme le plus désagréable et le plus hautain que la terre eût jamais porté, et l'on espérait bien qu'il ne reparaîtrait à aucune autre réunion. Parmi les personnes empressées à le condamner se trouvait Mrs. Bennet. L'antipathie générale tournait chez elle en rancune personnelle, Mr. Darcy ayant fait affront à l'une de ses filles. Par suite du nombre restreint des cavaliers, Elizabeth Bennet avait dû rester sur sa chaise l'espace de 2 danses, et, pendant un moment, Mr. Darcy s'était tenu debout assez près d'elle pour qu'elle pût entendre les paroles qu'il échangeait avec Mr. Bingley, venu pour le presser de se joindre aux danseurs. « Allons, Darcy, venez danser. Je suis agacé de vous voir vous promener seul. C'est tout à fait ridicule. Faites comme tout le monde et dansez. »« Non, merci. La danse est pour moi sans charme, à moins que je ne connaisse particulièrement une danseuse. Je n'y prendrai aucun plaisir dans une réunion de ce genre. Vos sœurs ne sont pas libres, et ce serait pour moi une pénitence que d'inviter quelqu'un d'autre. »« Vous êtes vraiment difficile, » s'écria Bingley. « Je déclare que je n'ai jamais vu dans une soirée tant de jeunes filles aimables. Quelques-unes même, vous en conviendrez, sont remarquablement jolies. »« Votre danseuse est la seule jolie personne de la réunion, » dit Mr. Darcy en désignant du regard l'aînée des demoiselles Bennet. « Oh, c'est la plus charmante créature que j'aie jamais rencontrée. Mais il y a une de ses sœurs assise derrière vous, qui est aussi fort agréable. Laissez-moi demander à ma danseuse de vous présenter. »« De qui voulez-vous parler ?» Mr. Darcy se retourna et considéra un instant Élisabeth. Rencontrant son regard, il détourna le sien et déclara froidement. « Elle est passable, mais pas assez jolie pour me décider à l'inviter. Du reste, je ne me sens pas en humeur, ce soir, de m'occuper des demoiselles qui font tapisserie. Retournez vite à votre souriante partenaire, vous perdez votre temps avec moi. » Mr. Bingley suivit ce conseil et Mr. Darcy s'éloigna, laissant Élisabeth animée à son égard de sentiments très peu cordiaux. Néanmoins, elle raconta l'histoire à ses amis avec beaucoup de verve, car elle avait l'esprit fin et un sens très vif de l'humour. Malgré tout, ce fut, dans l'ensemble, une agréable soirée pour tout le monde. Le cœur de Mrs. Bennet était tout réjoui de voir sa fille aînée distinguée par les habitants de Netherfield. Mr. Bingley avait dansé 2 fois avec elle, et ses sœurs lui avaient fait des avances. Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de calme. Elizabeth était contente du plaisir de Jane. Mary était fière d'avoir été présentée à Miss Bingley comme la jeune fille la plus cultivée du pays, et Catherine et Lydia n'avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge, suffisait à combler tous leurs vœux. Elles revinrent donc toutes de très bonne humeur à Longbourn, le petit village dont les Bennet étaient les principaux habitants. Mr. Bennet était encore debout, avec un livre, il ne sentait jamais le temps passer, et, pour une fois, il était assez curieux d'entendre le compte-rendu d'une soirée qui, à l'avance, avait fait naître tant de magnifiques espérances. Il s'attendait, un peu, à voir sa femme revenir désappointée,
mais il s'aperçut vite qu'il n'en était rien. « Oh, mon cher Mr. Bennet !» s'écria-t-elle en entrant dans la pièce. « Quelle agréable soirée! Quel bal réussi! Oh, j'aurais voulu que vous fussiez là. Jane a eu tant de succès. Tout le monde m'en a fait compliment. Mr. Bingley l'a trouvée tout à fait charmante. Il a dansé 2 fois avec elle. Oui, mon ami, 2 fois. Et elle est la seule qu'il ait invitée une seconde fois. Sa première invitation a été pour Miss Lucas. J'en étais assez vexée. Mais il n'a point paru l'admirer beaucoup, ce qui n'a rien de surprenant. Puis, en voyant danser Jane, il a eu l'air charmé, a demandé qui elle était et, s'étant fait présenter, l'a invitée pour les 2 danses suivantes. Après quoi, il en a dansé 2 avec Miss King, encore 2 autres avec Jane, la suivante avec Lizzie, la boulangère avec... « Pour l'amour du ciel, arrêtez cette énumération !» s'écria son mari, impatienté. « S'il avait eu pitié de moi, il n'aurait pas dansé moitié autant. Que ne s'est-il tordu le pied à la première danse ?»« Oh, mon ami !» continua Mrs. Bennet. « Il m'a tout simplement conquise. Physiquement, il est très bien, et ses sœurs sont des femmes charmantes. Je n'ai rien vu d'aussi élégant que leur toilette. La dentelle sur la robe de Mrs. Hurst. » Ici, nouvelle interruption. Mr. Bennet ne voulant écouter aucune description de chiffon. Sa femme fut donc obligée de changer de sujet et raconta avec beaucoup d'amertume et quelque exagération l'incident où Mr. Darcy avait montré une si choquante grossièreté. « Mais je vous assure, conclut-elle, qu'on ne perd pas grand-chose à ne pas être apprécié par ce monsieur. C'est un homme horriblement désagréable qui ne mérite pas qu'on cherche à lui plaire. Hautain et dédaigneux, il se promenait de droite et de gauche dans la salle avec l'air de se croire un personnage extraordinaire. J'aurais aimé que vous fussiez là pour lui dire son fait, comme vous savez le faire. Non, en vérité, je ne puis pas le sentir. » Chapitre 4. Lorsque Jane et Elizabeth se trouvèrent seules, Jane, qui, jusque-là, avait mis beaucoup de réserve dans ses louanges sur Mr. Bingley, laissa voir à sa sœur la sympathie qui lui inspirait. « Il a toutes les qualités qu'on apprécie chez un jeune homme, dit-elle. Il est plein de sens, de bonne humeur et d'entrain. Je n'ai jamais vu, à d'autres jeunes gens, des manières aussi agréables, tant d'aisance unie à une si bonne éducation. » Et de plus, ajouta Élisabeth, il est très joli garçon, ce qui ne gâte rien. On peut donc le déclarer parfait ? J'ai été très flattée qu'il m'invite une seconde fois. Je ne m'attendais pas à un tel hommage. Moi, je n'en ai pas été surprise. C'était très naturel. Pouvait-il ne pas s'apercevoir que vous étiez infiniment plus jolie que toutes les autres danseuses ? Il n'y a pas lieu de lui en être reconnaissante. Ceci dit, il est certainement très agréable, et je vous autorise à lui accorder votre sympathie. Vous l'avez donné à bien d'autres qui ne le valaient pas. Ma chère Lizzie, la vérité, c'est que vous êtes portée à juger tout le monde avec trop de bienveillance. Vous ne voyez jamais de défaut à personne. De ma vie, je ne vous ai entendu critiquer qui que ce soit. Je ne veux juger personne trop précipitamment, mais je dis toujours ce que je pense. Je le sais, et c'est ce qui m'étonne. Comment, avec votre bon sens, pouvez-vous être aussi loyalement aveuglé sur la sottise d'autrui ? Il n'y a que vous qui ayez assez de candeur pour ne voir jamais chez les gens que leur bon côté. Alors, les sœurs de ce jeune homme vous plaisent aussi ? Elles sont pourtant beaucoup moins sympathiques que lui. Oui, au premier abord, mais quand on cause avec elles, on s'aperçoit qu'elles sont fort aimables. Miss Bingley va venir habiter avec son frère, et je serais fort surprise si nous ne trouvions en elle une agréable voisine. Élisabeth ne répondit pas, mais elle n'était pas convaincue. L'attitude des sœurs de Mr. Bingley au bal ne lui avait pas révélé chez elle le désir de se rendre agréable à tout le monde. D'un esprit plus observateur et d'une nature moins simple que celle de Jane, n'étant pas, de plus, influencée par les attentions de ces dames, Élisabeth était moins disposée à les juger favorablement. Elle voyait en elles d'élégantes personnes, capables de se mettre en frais pour qui leur plaisait, mais, somme toute,
fière et affectée. Mrs. Hurst et Miss Bingley étaient assez jolies. Elles avaient été élevées dans un des meilleurs pensionnats de Londres et possédaient une fortune de 20 000 livres, mais l'habitude de dépenser sans compter et de fréquenter la haute société les portait à avoir d'elles-mêmes une excellente opinion et à juger leurs prochains avec quelque dédain. Elles appartenaient à une très bonne famille du nord de l'Angleterre, chose dont elles se souvenaient plus volontiers que de l'origine de leur fortune qui avait été faite dans le commerce. Mr. Bingley avait hérité d'environ 100 000 livres de son père. Celui-ci, qui souhaitait acheter un domaine, n'avait pas vécu assez longtemps pour exécuter son projet. Mr. Bingley avait la même intention et ses sœurs désiraient vivement la lui avoir réalisée. Bien qu'il n'eût fait que louer Netherfield, Miss Bingley était toute prête à diriger sa maison et Mrs. Hurst, qui avait épousé un homme plus fashionable que fortuné, n'était pas moins disposée à considérer la demeure de son frère comme la sienne. Il y avait à peine 2 ans que Mr. Bingley avait atteint sa majorité, lorsque, par un effet du hasard, il avait entendu parler du domaine de Netherfield. Il était allé le visiter, l'avait parcouru en une demi-heure, et, le site et la maison lui plaisant, s'était décidé à louer sur le champ. En dépit d'une grande opposition de caractère, Bingley et Darcy étaient unis par une solide amitié. Darcy aimait Bingley pour sa nature confiante et docile, de dispositions pourtant si éloignées de son propre caractère. Bingley, de son côté, avait la plus grande confiance dans l'amitié de Darcy et la plus haute opinion de son jugement. Il lui était inférieur par l'intelligence, bien que lui-même n'en fût point dépourvu, mais Darcy était hautain, distant, d'une courtoisie froide et décourageante, et, à cet égard, son ami reprenait l'avantage. Partout où il paraissait, Bingley était sûr de plaire. Les manières de Darcy n'inspiraient trop souvent que de l'éloignement. Il n'y avait qu'à les entendre parler du bal de Meryton pour juger de leur caractère. Bingley n'avait, de sa vie, rencontré des gens plus aimables, des jeunes filles plus jolies. Tout le monde s'était montré plein d'attention pour lui. Point de raideur ni de cérémonie. Il s'était bientôt senti en pays de connaissance. Quant à Miss Bennet, c'était véritablement un ange de beauté. Mr. Darcy, au contraire, n'avait vu là qu'une collection de gens chez qui il n'avait trouvé ni élégance ni charme. Personne ne lui avait inspiré le moindre intérêt. Personne ne lui avait marqué de sympathie ni procuré d'agrément. Il reconnaissait que Miss Bennet était jolie, mais elle souriait trop. Mrs. Hurst et sa sœur étaient de cet avis. Cependant, Jane leur plaisait. Elles déclarèrent que c'était une aimable personne avec laquelle on pouvait assurément se lier. Et leur frère se sentit autorisé par ce jugement à rêver à Miss Bennet, tout à sa guise. Chapitre 5. À peu de distance de Longbourn vivait une famille avec laquelle les Bennet étaient particulièrement liés. Sir William Lucas avait commencé par habiter Meryton, où il se faisait une petite fortune dans les affaires lorsqu'il s'était vu élevé à la dignité de knight à la suite d'un discours qu'il avait adressé au roi comme maire de la ville. Cette distinction lui avait un peu tourné la tête en lui donnant le dégoût du commerce et de la vie simple de sa petite ville. Quittant l'un et l'autre, il était venu se fixer avec sa famille dans une propriété située à 1 mille de Meryton, qui prit dès lors le nom de Lucas Lodge. Là, délivré du joug des affaires, il pouvait à loisir méditer sur son importance et s'appliquer à devenir l'homme le plus courtois de l'univers. Son nouveau titre l'enchantait, sans lui donner pour cela le moindre soupçon d'arrogance. Il se multipliait, au contraire, en attention pour tout le monde. Inoffensif, bon et serviable par nature, sa présentation à St. James avait fait de lui un gentilhomme. Lady Lucas était une très bonne personne, à qui ses facultés moyennes permettaient de voisiner agréablement avec Mrs. Bennet. Elle avait plusieurs enfants, et l'aînée, jeune fille de 27 ans, intelligente et pleine de bon sens, était l'amie particulière d'Élisabeth. Les demoiselles Lucas et les demoiselles Bennet avaient l'habitude de se réunir, après un bal, pour échanger leurs impressions. Aussi,
Dès le lendemain de la soirée de Meryton, on vit arriver les demoiselles Lucas à Longbourn. « Vous avez bien commencé la soirée, Charlotte, » dit Mrs. Bennet à Miss Lucas avec une amabilité un peu forcée. « C'est vous que Mr. Bingley a invité la première. »« Oui, mais il a paru de beaucoup préférer la danseuse qu'il a invitée la seconde. »« Oh, vous voulez parler de Jane, parce qu'il l'a fait danser 2 fois. C'est vrai, il avait l'air de l'admirer assez, et je crois même qu'il faisait plus que d'en avoir l'air. On m'a dit là-dessus quelque chose, je ne sais plus trop quoi, où il était question de Mr. Robinson. Peut-être voulez-vous dire la conversation entre Mr. Bingley et Mr. Robinson que j'ai entendue par hasard. Ne vous l'ai-je pas répété? Mr. Robinson lui demandait ce qu'il pensait de nos réunions de Meryton, s'il ne trouvait pas qu'il y avait beaucoup de jolies personnes parmi les danseuses, et laquelle était à son gré la plus jolie. À cette question, Mr. Bingley a répondu sans hésiter. « Oh, l'aînée des demoiselles Bennet. Cela ne fait pas de doute. » Voyez-vous, eh bien, voilà qui est parlé net. Il semble en effet que... Cependant, il se peut que tout cela ne mène à rien. J'ai entendu cette conversation bien à propos. Je n'en dirai pas autant pour celle que vous avez surprise, Élisa, dit Charlotte. Les réflexions de Mr. Darcy sont moins gracieuses que celles de son amie. Pauvre Élisa, s'entendre qualifier tout juste de passable. Je vous en prie, ne poussez pas Lizzie à se formaliser de cette impertinence. Ce serait un grand malheur de plaire à un homme aussi désagréable. Mrs. Lang me disait hier soir qu'il était resté une demi-heure à côté d'elle sans desserrer les lèvres. « Ne faites-vous pas erreur, maman, dit Jane. J'ai certainement vu Mr. Darcy lui parler. Eh oui, parce qu'à la fin, elle lui a demandé s'il se plaisait à Netherfield, et force lui a été de répondre, mais il paraît qu'il avait l'air très mécontent qu'on prît la liberté de lui adresser la parole. Miss Bingley dit qu'il n'est jamais loquace avec les étrangers, mais que dans l'intimité, c'est le plus aimable causeur. Je n'en crois pas un traître mot, mon enfant. S'il était si aimable, il aurait causé avec Mrs. Lang. Non, je sais ce qu'il en est. Mr. Darcy, tout le monde en convient, est bouffi d'orgueil. Il aura su, je pense, que Mrs. Lang n'a pas d'équipage et que c'est dans une voiture de louage qu'elle est venue au bal. Cela m'est égal qu'il n'ait pas causé avec Mrs. Lang, dit Charlotte. Mais j'aurais trouvé bien qu'il dansât avec Élisa. Une autre fois, Lizzie, dit la mère. À votre place, je refuserais de danser avec lui. Soyez tranquille, ma mère. Je crois pouvoir vous promettre en toute sûreté que je ne danserai jamais avec lui. Cet orgueil, dit Miss Lucas, me choque moins chez lui parce que j'y trouve des excuses. On ne peut s'étonner qu'un homme aussi bien physiquement et pourvu de toutes sortes d'avantages tels que le rang et la fortune ait de lui-même une haute opinion. Il a, si je puis dire, un peu le droit d'avoir de l'orgueil. Sans doute, fit Élisabeth, et je lui passerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas modifié le mien. L'orgueil, observa Mary qui se piquait de psychologie, est, je crois, un sentiment très répandu. La nature nous y porte, et bien peu parmi nous échappent à cette complaisance que l'on nourrit pour soi-même à cause de telle ou telle qualité souvent imaginaire. La vanité et l'orgueil sont choses différentes, bien qu'on emploie souvent ces deux mots l'un pour l'autre. On peut être orgueilleux sans être vaniteux. L'orgueil se rapporte plus à l'opinion que nous avons de nous-mêmes, la vanité à celle que nous voudrions que les autres aient de nous. « Si j'étais aussi riche que Mr. Darcy, » s'écria un jeune Lucas qui avait accompagné ses sœurs, « je me moquerais bien de tout cela. Je commencerais par avoir une meute pour la chasse au renard, et je boirais une bouteille de vin fin à chacun de mes repas. » Chapitre 6. Les dames de Longbourn ne tardèrent pas à faire visite aux dames de Netherfield, et celles-ci leur rendirent leur politesse suivant toutes les formes. Le charme de Jane accrut les dispositions bienveillantes de Mrs. Hurst et de Miss Bingley à son égard, et tout en jugeant la mère ridicule et les plus jeunes sœurs insignifiantes, elles exprimèrent aux deux aînées
le désir de faire avec elle plus ample connaissance. Jane reçut cette marque de sympathie avec un plaisir extrême, mais Élisabeth trouva qu'il y avait toujours bien de la hauteur dans les manières de ces dames, même à l'égard de sa sœur. Décidément, elle ne les aimait point. Cependant, elle appréciait leurs avances, voulant y voir l'effet de l'admiration que leur frère éprouvait pour Jane. Cette admiration devenait plus évidente à chacune de leurs rencontres, et pour Élisabeth, il semblait également certain que Jane cédait de plus en plus à la sympathie qu'elle avait ressentie dès le commencement pour Mr. Bingley. Bien heureusement, pensait Élisabeth, personne ne devait s'en apercevoir, car, à beaucoup de sensibilité, Jane unissait une égalité d'humeur et une maîtrise d'elle-même qui la préservaient des curiosités indiscrètes. Élisabeth fit part de ses réflexions à Miss Lucas. « Il peut être agréable en pareil cas de tromper des indifférents, » répondit Charlotte. « Mais une telle réserve ne peut-elle parfois devenir un désavantage ? Si une jeune fille cache avec tant de soin sa préférence à celui qui en est l'objet, elle risque de perdre l'occasion de le fixer, et se dire ensuite que le monde n'y a rien vu est une bien mince consolation. La gratitude et la vanité jouent un tel rôle dans le développement d'une inclination qu'il n'est pas prudent de l'abandonner à elle-même. Votre sœur plaît à Bingley sans aucun doute, mais tout peut en rester là si elle ne l'encourage pas. Votre conseil serait excellent si le désir de faire un beau mariage était seul en question, mais ce n'est pas le cas de Jane. Elle n'agit point par calcul. Elle n'est même pas encore sûre de la profondeur du sentiment qu'elle éprouve, et elle se demande sans doute si ce sentiment est raisonnable. Voilà seulement 15 jours qu'elle a fait la connaissance de Mr. Bingley. Elle a bien dansé 4 fois avec lui à Meryton, l'a vu en visite à Netherfield un matin, et s'est trouvée à plusieurs dîners où lui-même était invité. Mais ce n'est pas assez pour le bien connaître. « Allons, dit Charlotte, je fais de tout cœur des vœux pour le bonheur de Jane, mais je crois qu'elle aurait tout autant de chances d'être heureuse si elle épousait Mr. Bingley demain que si elle se met à étudier son caractère pendant une année entière, car le bonheur en ménage est pure affaire de hasard. La félicité de 2 époux ne m'apparaît pas devoir être plus grande du fait qu'ils se connaissent à fond avant leur mariage. Cela n'empêche pas les divergences de naître ensuite et de provoquer les inévitables déceptions. Mieux vaut, à mon avis, ignorer le plus possible les défauts de celui qui partagera votre existence. » « Vous m'amusez, Charlotte, mais ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas ? » ?»« Non, et vous-même n'agiriez pas ainsi. » Tandis qu'elle observait ainsi Mr. Bingley, Élisabeth était bien loin de soupçonner qu'elle commençait elle-même à attirer l'attention de son amie. Mr. Darcy avait refusé tout d'abord de la trouver jolie. Il l'avait regardée avec indifférence au bal de Meryton et ne s'était occupé d'elle ensuite que pour la critiquer. Mais à peine avait-il convaincu son entourage du manque de beauté de la jeune fille qu'il s'aperçut que ses grands yeux sombres donnaient à sa physionomie une expression singulièrement intelligente. D'autres découvertes suivirent, aussi mortifiantes. Il dut reconnaître à Élisabeth une silhouette fine et gracieuse, et, lui qui avait déclaré que ses manières n'étaient pas celles de la haute société, il se sentit séduit par leur charme tout spécial, fait de naturel et de gaieté. De tout ceci, Élisabeth était loin de se douter. Pour elle, Mr. Darcy était seulement quelqu'un qui ne cherchait jamais à se rendre agréable et qui ne l'avait pas jugée assez jolie pour la faire danser. Mr. Darcy éprouva bientôt le désir de la mieux connaître, mais avant de se décider à entrer en conversation avec elle, il commença par l'écouter lorsqu'elle causait avec ses amis. Ce fut chez Sir William Lucas, où une nombreuse société se trouvait réunie, que cette manœuvre éveilla pour la première fois l'attention d'Élisabeth. « Je voudrais bien savoir, dit-elle à Charlotte, pourquoi Mr. Darcy prenait tout à l'heure un si vif intérêt à ce que je disais au colonel Forster. Lui seul pourrait vous le dire. S'il recommence, je lui montrerai que je m'en aperçois. Je n'aime pas son air ironique. Si je ne lui sers pas bientôt une impertinence de ma façon,
vous verrez qu'il finira par m'intimider. » Et comme, peu après, Mr. Darcy s'approchait des deux jeunes filles, sans manifester l'intention de leur adresser la parole, Miss Lucas mit son amie au défi d'exécuter sa menace. Ainsi provoquée, Élisabeth se tourna vers le nouveau venu et dit « N'êtes-vous pas d'avis, Mr. Darcy, que je m'exprimais tout à l'heure avec beaucoup d'éloquence lorsque je tourmentais le colonel Forster pour qu'il donne un bal à Meryton ?»« Avec une grande éloquence. Mais c'est là un sujet qui en donne toujours aux jeunes filles. »« Vous êtes sévère pour nous. »« Et maintenant, je vais la tourmenter à son tour, » intervint Miss Lucas. « Élisa, j'ouvre le piano et vous savez ce que cela veut dire. »« Quelle singulière amie vous êtes de vouloir me faire jouer et chanter en public. Je vous en serais reconnaissante si j'avais des prétentions d'artiste, mais pour l'instant, je préférerais me taire devant un auditoire habitué à entendre les plus célèbres virtuoses. » Puis, comme Miss Lucas insistait, elle ajouta « C'est bien. Puisqu'il le faut, je m'exécute. » Le talent d'Élisabeth était agréable, sans plus. Quand elle eut chanté un ou deux morceaux, avant même qu'elle eût pu répondre aux instances de ceux qui lui en demandaient un autre, sa sœur Mary, toujours impatiente de se produire, la remplaça au piano. Mary, la seule des demoiselles Bennet qui ne fût pas jolie, se donnait beaucoup de peine pour perfectionner son éducation. Malheureusement, la vanité qui animait son ardeur au travail lui donnait en même temps un air pédant et satisfait qui aurait gâté un talent plus grand que le sien. Élisabeth jouait beaucoup moins bien que Mary, mais, simple et naturelle, on l'avait écoutée avec plus de plaisir que sa sœur. À la fin d'un interminable concerto, Mary fut heureuse d'obtenir quelques bravos en jouant des airs écossais réclamés par ses plus jeunes sœurs, qui se mirent à danser à l'autre bout du salon avec 2 ou 3 officiers et quelques membres de la famille Lucas. Non loin de là, Mr. Darcy regardait les danseurs avec désapprobation, ne comprenant pas qu'on pût ainsi passer toute une soirée sans réserver un moment pour la conversation. Il fut soudain tiré de ses réflexions par la voix de Sir William Lucas. « Quel joli divertissement pour la jeunesse que la danse, Mr. Darcy. À mon avis, c'est le plaisir le plus raffiné des sociétés civilisées. »« Certainement, monsieur. Et il a l'avantage d'être également en faveur parmi les sociétés les moins civilisées. Tous les sauvages dansent. » Sir William se contenta de sourire. « Votre ami danse dans la perfection, » continua-t-il au bout d'un instant en voyant Bingley se joindre au groupe des danseurs. « Je ne doute pas que vous-même, Mr. Darcy, vous n'excelliez dans cet art. Dansez-vous souvent à la cour ? » ?»« Jamais, monsieur. »« Ce noble lieu mériterait pourtant cet hommage de votre part. » »« C'est un hommage que je me dispense toujours de rendre lorsque je puis m'en dispenser. »« Vous avez un hôtel à Londres, m'a-t-on dit. » Mr. Darcy s'inclina, mais ne répondit rien. « J'ai eu jadis des velléités de m'y fixer moi-même, car j'aurais aimé vivre dans un monde cultivé, mais j'ai craint que l'air de la ville ne fût contraire à la santé de Lady Lucas. » Ces confidences restèrent encore sans réponse. Voyant alors Élisabeth, qui venait de leur côté, Sir William eut une idée qui lui sembla des plus galantes. « Comment, ma chère Miss Élisa, vous ne dansez pas ?» s'exclama-t-il. « Mr. Darcy, laissez-moi vous présenter cette jeune fille comme une danseuse remarquable. Devant tant de beauté et de charme, je suis certain que vous ne vous déroberez pas. » Et, saisissant la main d'Élisabeth, il allait la placer dans celle de Mr. Darcy, qui, tout étonné, l'aurait cependant prise volontiers, lorsque la jeune fille la retira brusquement en disant d'un ton vif. « En vérité, monsieur, je n'ai pas la moindre envie de danser, et je vous prie de croire que je ne venais point de ce côté qu'était un cavalier. » Avec courtoisie, Mr. Darcy insista pour qu'elle consentît à lui donner la main, mais ce fut en vain. La décision d'Élisabeth était irrévocable, et Sir William lui-même ne put l'en faire revenir. « Vous dansez si bien, Miss Élisa, qu'il est cruel de me priver du plaisir de vous regarder, et Mr. Darcy, bien qu'il apprécie peu ce passe-temps, était certainement tout prêt à me donner cette satisfaction pendant une demi-heure. » Élisabeth sourit d'un air moqueur et s'éloigna.
Son refus ne lui avait point fait tort auprès de Mr. Darcy, et il pensait à elle avec une certaine complaisance lorsqu'il se vit interpellé par Miss Bingley. « Je devine le sujet de vos méditations, dit-elle. En êtes-vous sûr ? Vous songez certainement qu'il vous serait bien désagréable de passer beaucoup de soirées dans le genre de celle-ci. C'est aussi mon avis. Dieu, que ces gens sont insignifiants, vulgaires et prétentieux. Je donnerais beaucoup pour vous entendre dire ce que vous pensez d'eux. Vous vous trompez tout à fait. Mes réflexions étaient d'une nature beaucoup plus agréable. Je songeais seulement au grand plaisir que peuvent donner deux beaux yeux dans le visage d'une jolie femme. » Miss Bingley le regarda fixement en lui demandant quelle personne pouvait lui inspirer ce genre de réflexion. « Miss Elizabeth Bennet, » répondit Mr. Darcy sans sourciller. « Miss Elizabeth Bennet ?» répéta Miss Bingley. « Je n'en reviens pas. Depuis combien de temps occupe-t-elle ainsi vos pensées? Et quand faudra-t-il que je vous présente mes vœux de bonheur ?» Voilà bien la question que j'attendais. L'imagination des femmes court vite et saute en un clin d'œil de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage. J'étais sûre que vous alliez m'offrir vos félicitations. Oh, si vous le prenez ainsi, je considère la chose comme faite. Vous aurez en vérité une délicieuse belle-mère, et qui vous tiendra sans doute souvent compagnie à Pemberley. Mr. Darcy écouta ces plaisanteries avec la plus parfaite indifférence, et, rassurée par son air impassible, Miss Bingley donna libre cours à sa verve moqueuse. Chapitre 7. La fortune de Mr. Bennet consistait presque tout entière en un domaine d'un revenu de 2000 livres, mais qui, malheureusement pour ses filles, devait, à défaut d'héritier mâle, revenir à un cousin éloigné. L'avoir de leur mère, bien qu'appréciable, ne pouvait compenser une telle perte. Mrs. Bennet, qui était la fille d'un avoué de Meryton, avait hérité de son père 4000 livres. Elle avait une sœur mariée avec un Mr. Phillips, ancien clerc et successeur de son père, et un frère honorablement établi à Londres dans le commerce. Le village de Longbourn n'était qu'à 1 mille de Meryton, distance commode pour les jeunes filles qui, 3 ou 4 fois par semaine, éprouvaient l'envie d'aller présenter leurs devoirs à leur tante, ainsi qu'à la modiste qui leur faisait face de l'autre côté de la rue. Les deux benjamines, d'esprit plus frivole que leurs aînés, mettaient à rendre ces visites un empressement particulier. Quand il n'y avait rien de mieux à faire, une promenade à Meryton occupait leur matinée et fournissait un sujet de conversation pour la soirée. Si peu fertile que fût le pays en événements extraordinaires, elles arrivaient toujours à glaner quelques nouvelles chez leur tante. Actuellement, elles étaient comblées de joie par la récente arrivée dans le voisinage d'un régiment de la milice. Ils devaient y cantonner tout l'hiver, et Meryton était le quartier général. Les visites à Mrs. Phillips étaient maintenant fécondes en informations du plus haut intérêt. Chaque jour ajoutait quelque chose à ce que l'on savait sur les officiers, leurs noms, leurs familles, et bientôt l'on fit connaissance avec les officiers eux-mêmes. Mr. Phillips leur fit visite à tous, ouvrant ainsi à ses nièces une source de félicité inconnue jusqu'alors. Du coup, elles ne parlèrent plus que des officiers, et la grande fortune de Mr. Bingley, dont l'idée seule faisait vibrer l'imagination de leur mère, n'était rien pour elles, comparée à l'uniforme rouge d'un sous-lieutenant. Un matin, après avoir écouté leur conversation sur cet inépuisable sujet, Mr. Bennet observa froidement. « Tout ce que vous me dites me fait penser que vous êtes deux des filles les plus sottes de la région. Je m'en doutais depuis quelque temps, mais aujourd'hui, j'en suis convaincu. » Catherine, déconcertée, ne souffla mot, mais Lydia, avec une parfaite indifférence, continua d'exprimer son admiration pour le capitaine Carter et l'espoir de le voir le jour même, car il partait le lendemain pour Londres. « Je suis surprise, mon ami, intervint Mrs. Bennet, de vous entendre déprécier vos filles aussi facilement. Si j'étais en humeur de critique, ce n'est pas à mes propres enfants que je m'attaquerais. Si mes filles sont sottes, j'espère bien être capable de m'en rendre compte. Oui, mais il se trouve, au contraire, qu'elles sont toutes fort intelligentes. Voilà le seul point, et je m'en flatte, sur lequel nous sommes en désaccord.
Je voulais croire que vos sentiments et les miens coïncidaient en toutes choses, mais je dois reconnaître qu'ils diffèrent, en ce qui concerne nos 2 plus jeunes filles, que je trouve remarquablement niaises. Mon cher Mr. Bennet, vous ne pouvez vous attendre à trouver chez ces enfants le jugement de leur père et de leur mère. Lorsqu'elles auront notre âge, j'ose dire qu'elles ne penseront pas plus aux militaires que nous n'y pensons nous-mêmes. Je me rappelle le temps où j'avais aussi l'amour de l'uniforme. À dire vrai, je le garde toujours au fond du cœur, et si un jeune et élégant colonel, pourvu de 5 ou 6 000 livres de rente, désirait la main d'une de mes filles, ce n'est pas moi qui le découragerais. L'autre soir, chez Sir William, j'ai trouvé que le colonel Forster avait vraiment belle mine en uniforme. « Maman !» s'écria Lydia, « ma tante dit que le colonel Forster et le capitaine Carter ne vont plus aussi souvent chez Miss Watson, et qu'elle les voit maintenant faire de fréquentes visites à la librairie Clark. » La conversation fut interrompue par l'entrée du valet de chambre qui apportait une lettre adressée à Jane. Elle venait de Netherfield et un domestique attendait la réponse. Les yeux de Mrs. Bennet étincelèrent de plaisir et, pendant que sa fille lisait, elle la pressait de questions. « Eh bien, Jane, de qui est-ce ? De quoi s'agit-il ? Voyons, répondez vite, ma chérie. »« C'est de Miss Bingley, » répondit Jane, et elle lut tout haut. « Chère amie, si vous n'avez pas la charité de venir dîner aujourd'hui avec Louisa et moi, nous courrons le risque de nous brouiller pour le reste de nos jours, car un tête-à-tête de toute une journée entre 2 femmes ne peut se terminer sans querelle. Venez aussitôt ce mot reçu, mon frère et ses amis doivent dîner avec les officiers. Bien à vous, Caroline Bingley. »« Avec les officiers ?» s'exclama Lydia. « Je m'étonne que ma tante ne nous en ait rien dit. »« Ils dînent en ville, » dit Mrs. Bennet. « Pas de chance. »« Puis-je avoir la voiture ?» demanda Jane. « Non, mon enfant, vous ferez mieux d'y aller à cheval, car le temps est à la pluie. Vous ne pourrez vraisemblablement pas revenir ce soir. »« Ce serait fort bien, » dit Élisabeth, « si vous étiez sûre que les Bingley n'offriront pas de la faire reconduire. »« Oh, pour aller à Meryton, ces messieurs ont dû prendre le cabriolet de Mr. Bingley et les Hurst n'ont pas d'équipage. »« J'aimerais mieux y aller en voiture. »« Ma chère enfant, votre père ne peut donner les chevaux. On en a besoin à la ferme, n'est-ce pas, Master Bennet ? » ?»« On en a besoin à la ferme plus souvent que je ne puis les donner. »« Alors, si vous les donnez aujourd'hui, dit Élisabeth, vous servirez les projets de ma mère. » Mr. Bennet, finalement, reconnut que les chevaux étaient occupés. Jane fut donc obligée de partir à cheval, et sa mère la conduisit jusqu'à la porte en formulant toutes sortes de joyeux pronostics sur le mauvais temps. Son espérance se réalisa. Jane était à peine partie que la pluie se mit à tomber avec violence. Ses sœurs n'étaient pas sans inquiétude à son sujet, mais sa mère était enchantée. La pluie continua toute la soirée sans arrêt. Certainement, Jane ne pourrait pas revenir. « J'ai eu là vraiment une excellente idée, » dit Mrs. Bennet à plusieurs reprises, comme si c'était elle-même qui commandait à la pluie. Ce ne fut cependant que le lendemain matin qu'elle apprit tout le succès de sa combinaison. Le breakfast s'achevait lorsqu'un domestique de Netherfield arriva porteur d'une lettre pour Élisabeth. « Ma chère Lizzie, je me sens très souffrante ce matin, du fait, je suppose, d'avoir été trempée jusqu'aux os hier. Mes aimables amies ne veulent pas entendre parler de mon retour à la maison avant que je sois mieux. Elles insistent pour que je voie Mr. Jones. Aussi, ne vous alarmez pas si vous entendiez dire qu'il est venu pour moi à Netherfield. Je n'ai rien de sérieux, simplement un mal de gorge accompagné de migraine. Tout à vous, etc. « Eh bien, ma chère amie, » dit Mr. Bennet, quand Élisabeth eut achevé de lire la lettre à haute voix, « si l'indisposition de votre fille s'aggravait et se terminait mal,
Vous auriez la consolation de penser qu'elle l'a contracté en courant après M. Bingley pour vous obéir. Oh, je suis sans crainte. On ne meurt pas d'un simple rhume. Elle est certainement bien soignée. Tant qu'elle reste là-bas, on peut être tranquille. J'irai la voir si la voiture était libre. Mais Élisabeth, vraiment anxieuse, décida de se rendre elle-même à Netherfield. Comme la voiture n'était pas disponible et que la jeune fille ne montait pas à cheval, elle n'avait d'autre alternative que d'y aller à pied. « Avec une boue pareille, à quoi pensez-vous » s'écria sa mère lorsqu'elle annonça son intention. « Vous ne serez pas présentable en arrivant. »« Je le serai suffisamment pour voir Jane, et c'est tout ce que je veux. » « Donnez-vous à entendre, dit le père, que je devrais envoyer chercher les chevaux ? » ?»« Nullement. Je ne crains pas la marche. La distance n'est rien quand on a un motif pressant, et il n'y a que 3 milles. Je serai de retour avant le dîner. »« J'admire l'ardeur de votre dévouement fraternel, » déclara Mary. « Mais toute impulsion du sentiment devrait être réglée par la raison, et l'effort, à mon avis, doit toujours être proportionné au but qu'on se propose. »« Nous vous accompagnons jusqu'à Meryton, » dirent Catherine et Lydia. Élisabeth accepta leur compagnie et les 3 jeunes filles partirent ensemble. « Si nous nous dépêchons, » dit Lydia en cours de route, « peut-être apercevrons-nous le capitaine Carter avant son départ. » À Meryton, elles se séparèrent. Les 2 plus jeunes se rendirent chez la femme d'un officier, tandis qu'Élisabeth poursuivait seule son chemin. On eût pu la voir, dans son impatience d'arriver, aller à travers champs, franchir les échaliers, sauter les flaques d'eau pour se trouver enfin devant la maison, les jambes lasses, les bas crottés et les joues enflammées par l'exercice. Elle fut introduite dans la salle à manger où tout le monde était réuni, sauf Jane. Son apparition causa une vive surprise. Que seule, à cette heure matinale, elle eût fait 3 milles dans une boue pareille, Mrs. Hurst et Miss Bingley n'en revenaient pas, et, dans leur étonnement, Élisabeth sentit nettement de la désapprobation. Elles lui firent toutefois un accueil très poli. Dans les manières de leur frère, il y avait mieux que de la politesse. Il y avait de la cordialité. Mr. Darcy dit peu de choses et Mr. Hurst rien du tout. Le premier, tout en admirant le teint d'Élisabeth, avivé par la marche, se demandait s'il y avait réellement motif à ce qu'elle eût fait seule une si longue course. Le second ne pensait qu'à achever son déjeuner. Les questions d'Élisabeth au sujet de sa sœur reçurent une réponse peu satisfaisante. Miss Bennet avait mal dormi. Elle s'était levée cependant, mais se sentait fiévreuse et n'avait pas quitté sa chambre. Élisabeth se fit conduire immédiatement auprès d'elle, et Jane, qui, par crainte d'alarmer les siens, n'avait pas osé réclamer une visite, fut ravie de la voir entrer. Son état ne lui permettait pas de parler beaucoup et, quand Miss Bingley les eut laissés ensemble, elle se borna à exprimer sa reconnaissance pour l'extrême bonté qu'on lui témoignait. Leur déjeuner terminé, les 2 sœurs vinrent les rejoindre et Élisabeth elle-même se sentit touchée en voyant l'affection et la sollicitude dont elle entourait Jane. Le médecin, arrivant à ce moment, examina la malade et déclara, comme on s'y attendait, qu'elle avait pris un gros rhume qui demandait à être soigné sérieusement. Il lui conseilla de se remettre au lit et promit de lui envoyer quelques potions. Jane obéit docilement, car les symptômes de fièvre augmentaient ainsi que les douleurs de tête. Élisabeth ne quitta pas un instant la chambre de sa sœur, et Mrs. Hurst et Miss Bingley ne s'en éloignèrent pas beaucoup non plus. Les messieurs étant sortis, elle n'avait rien de plus intéressant à faire. Quand l'horloge sonna 3 heures, Élisabeth, bien à contre-cœur, annonça son intention de repartir. Miss Bingley lui offrit de la faire reconduire en voiture, mais Jane témoigna une telle contrariété à la pensée de voir sa sœur la quitter que Miss Bingley se vit obligée de transformer l'offre du cabriolet en une invitation à demeurer à Netherfield, qu'Élisabeth accepta avec beaucoup de reconnaissance. Un domestique fut donc envoyé à Longbourn pour mettre leur famille au courant et rapporter le supplément de linge et de vêtements dont elles avaient besoin.
Chapitre 8. À 5 heures, Mrs. Hurst et Miss Bingley allèrent s'habiller, et à 6h30, on annonçait à Élisabeth que le dîner était servi. Quand elle entra dans la salle à manger, elle fut assaillie de questions, parmi lesquelles elle eut le plaisir de noter la sollicitude toute spéciale exprimée par Mr. Bingley. Comme elle répondait que l'état de Jane ne s'améliorait pas, les deux sœurs répétèrent 3 ou 4 fois qu'elles en étaient désolées, qu'un mauvais rhume est une chose bien désagréable et qu'elles-mêmes avaient horreur d'être malades. Après quoi, elles s'occupèrent d'autre chose, laissant à penser que Jane, hors de leur présence, ne comptait plus beaucoup pour elles, et cette indifférence réveilla aussitôt l'antipathie d'Élisabeth. Leur frère était vraiment la seule personne de la maison qu'elle jugea avec faveur. Son anxiété au sujet de l'état de Jane était manifeste, et ses attentions pour Élisabeth des plus aimables. Grâce à lui, elle avait moins l'impression d'être une intruse dans leur cercle familial. Parmi les autres, personne ne s'occupait beaucoup d'elle. Miss Bingley n'avait d'yeux que pour Mr. Darcy, sa sœur également. Mr. Hurst, qui se trouvait à côté d'Élisabeth, était un homme indolent qui ne vivait que pour manger, boire et jouer aux cartes. Et, lorsqu'il eut découvert que sa voisine préférait les plats simples aux mets compliqués, il ne trouva plus rien à lui dire. Le dîner terminé, elle remonta directement auprès de Jane. Elle avait à peine quitté sa place que Miss Bingley se mettait à faire son procès. Ses manières, mélange de présomption et d'impertinence, furent déclarées très déplaisantes. Elle était dépourvue de conversation et n'avait ni élégance, ni goût, ni beauté. Mrs. Hurst pensait de même et ajouta « Il faut lui reconnaître une qualité, celle d'être une excellente marcheuse. Je n'oublierai jamais son arrivée ce matin. Son aspect était inénarrable. » En effet, Louisa, j'avais peine à garder mon sérieux. Est-ce assez ridicule de courir la campagne pour une sœur enrhumée? Et ses cheveux tout ébouriffés? Et son jupon, avez-vous vu son jupon? Il avait bien un demi-pied de boue que sa robe n'arrivait pas à cacher. Votre description peut être très exacte, Louisa, dit Bingley, mais rien de tout cela ne m'a frappé. Miss Elizabeth Bennet m'a paru tout à fait à son avantage quand elle est arrivée ce matin, et je n'ai pas remarqué son jupon boueux. Vous, Mr. Darcy, vous l'avez remarqué, j'en suis sûre, dit Miss Bingley, et j'incline à penser que vous n'aimeriez pas voir votre sœur s'exhiber dans une telle tenue. Évidemment non. Faire ainsi je ne sais combien de milles dans la boue, toute seule, à mon avis, cela dénote un abominable esprit d'indépendance et un mépris des convenances des plus campagnards. À mes yeux, c'est une preuve très touchante de tendresse fraternelle, dit Bingley. Je crains bien, Mr. Darcy, observa confidentiellement Miss Bingley, que cet incident ne fasse tort à votre admiration pour les beaux yeux de Miss Elizabeth. En aucune façon, répliqua Darcy. La marche les avait rendus encore plus brillants. Un court silence suivit ces paroles, après lequel Mrs. Hurst reprit. J'ai beaucoup de sympathie pour Jane Bennet, qui est vraiment charmante, et je souhaite de tout cœur lui voir faire un joli mariage, mais avec une famille comme la sienne, je crains bien qu'elle n'ait point cette chance. Il me semble vous avoir entendu dire qu'elle avait un oncle avoué à Meryton. Oui, et un autre à Londres, qui habite quelque part du côté de Cheapside. Quartier des plus élégants, ajouta sa sœur, et toutes deux se mirent à rire aux éclats. Et quand elles auraient des oncles à en remplir Cheapside, s'écria Bingley, ce n'est pas cela qui les rendrait moins aimables. Oui, mais cela diminuerait singulièrement leurs chances de se marier dans la bonne société, répliqua Darcy. Bingley ne dit rien, mais ses sœurs approuvèrent chaleureusement et, pendant quelque temps encore, donnèrent libre cours à leur gaieté aux dépens de la parenté vulgaire de leur excellent ami. Cependant, reprises par un accès de sollicitude, elles montèrent à sa chambre en quittant la salle à manger et restèrent auprès d'elle jusqu'à ce qu'on les appelât pour le café. Jane souffrait toujours beaucoup et sa sœur ne voulait pas la quitter. Cependant, tard dans la soirée,
ayant eu le soulagement de la voir s'endormir, elle se dit qu'il serait plus correct, sinon plus agréable, de descendre un moment. En entrant dans le salon, elle trouva toute la société en train de jouer à la mouche et fut immédiatement priée de se joindre à la partie. Comme elle soupçonnait qu'on jouait gros jeu, elle déclina l'invitation et, donnant comme excuse son rôle de garde-malade, dit qu'elle prendrait volontiers un livre pendant les quelques instants où elle pouvait rester en bas. Mr. Hurst la regarda, stupéfait. « Préféreriez-vous la lecture aux cartes » demanda-t-il. « Quel goût singulier !»« Miss Elizabeth Bennet dédaigne les cartes, » répondit Miss Bingley, « et la lecture est son unique passion. » « Je ne mérite ni cette louange ni ce reproche, » répliqua Élisabeth. « Je ne suis point aussi fervente de lecture que vous l'affirmez, et je prends plaisir à beaucoup d'autres choses. »« Vous prenez plaisir, j'en suis sûre, à soigner votre sœur, » intervint Bingley, « et j'espère que ce plaisir sera bientôt redoublé par sa guérison. » Élisabeth remercia cordialement, puis se dirigea vers une table où elle voyait quelques livres. Bingley aussitôt lui offrit d'aller en chercher d'autres. « Pour votre agrément, comme pour ma réputation, je souhaiterais avoir une bibliothèque mieux garnie, mais voilà, je suis très paresseux et, bien que je possède peu de livres, je ne les ai même pas tous lus. »« Je suis surprise, » dit Miss Bingley, « que mon père ait laissé si peu de livres, mais vous, Mr. Darcy, quelle merveilleuse bibliothèque vous avez à Pemberley !»« Rien d'étonnant à cela, » répondit-il, « car elle est l'œuvre de plusieurs générations. » « Et vous-même travaillez encore à l'enrichir. Vous êtes toujours en train d'acheter des livres. »« Je ne comprends pas qu'on puisse négliger une bibliothèque de famille. »« Je suis sûre que vous ne négligez rien de ce qui peut ajouter à la splendeur de votre belle propriété. Charles, lorsque vous vous ferez bâtir une résidence, je vous conseille sérieusement d'acheter le terrain aux environs de Pemberley et de prendre le manoir de Mr. Darcy comme modèle. Il n'y a pas en Angleterre de plus beau comté que le Derbyshire. »« Certainement, j'achèterai même Pemberley si Darcy veut me le vendre. »« Charles, je parle de choses réalisables. »« Ma parole, Caroline, je crois qu'il serait plus facile d'acheter Pemberley que de le copier. » Élisabeth, intéressée par la conversation, se laissa distraire de sa lecture. Elle posa bientôt son livre et, s'approchant de la table, prit place entre Mr. Bingley et sa sœur aînée pour suivre la partie. « Miss Darcy a-t-elle beaucoup changé depuis ce printemps ?» dit Miss Bingley. « Promet-elle d'être aussi grande que moi ?»« Je crois que oui. Elle est maintenant à peu près de la taille de Miss Elizabeth, ou même plus grande. »« Comme je serais heureuse de la revoir. Je n'ai jamais rencontré personne qui me fût plus sympathique. Elle a des manières si gracieuses, elle est si accomplie pour son âge. Son talent de pianiste est vraiment remarquable. »« Je voudrais savoir, » dit Bingley, « comment font les jeunes filles pour acquérir tant de talent. Toutes savent peindre de petites tables, broder des éventails, tricoter des bourses. Je n'en connais pas une qui ne sache faire tout cela. Jamais je n'ai entendu parler d'une jeune fille sans être aussitôt informée qu'elle était parfaitement accomplie. »« Ce n'est que trop vrai, » dit Darcy. « On qualifie ainsi nombre de femmes qui ne savent en effet que broder un écran ou tricoter une bourse. Mais je ne puis souscrire à votre jugement général sur les femmes. Pour ma part, je n'en connais pas dans mes relations plus d'une demi-douzaine qui méritent réellement cet éloge. »« Alors, » observa Élisabeth, « c'est que vous faites entrer beaucoup de choses dans l'idée que vous vous formez d'une femme accomplie. »« Beaucoup, en effet. »« Oh, sans doute, » s'écria Miss Bingley, sa fidèle alliée. « Pour qu'une femme soit accomplie, il faut qu'elle ait une connaissance approfondie de la musique, du chant, de la danse et des langues étrangères. Mais il faut encore qu'elle ait dans l'air la démarche, le son de la voix, la manière de s'exprimer, un certain quelque chose, faute de quoi ce qualificatif ne serait qu'à demi mérité. »« Et à tout ceci, » ajouta Mr. Darcy, « elle doit ajouter un avantage plus essentiel en cultivant son intelligence par de nombreuses lectures. »« S'il en est ainsi, je ne suis pas surprise que vous ne connaissiez pas plus d'une demi-douzaine de femmes accomplies.
Je m'étonne plutôt que vous en connaissiez autant. Êtes-vous donc si sévère pour votre propre sexe? Non, mais je n'ai jamais vu réunis tant de capacités, tant de goût, d'application et d'élégance. Mrs. Hurst et Miss Bingley protestèrent en chœur contre l'injustice d'Élisabeth, affirmant qu'elle connaissait beaucoup de femmes répondant à ce portrait, lorsque Mr. Hurst les rappela à l'ordre en se plaignant amèrement de ce que personne ne prêtait attention au jeu. La conversation se trouvant suspendue, Élisabeth quitta peu après le salon. « Élisabeth Bennet, dit Miss Bingley dès que la porte fut refermée, est de ces jeunes filles qui cherchent à se faire valoir auprès de l'autre sexe en dénigrant le leur. Et je crois que beaucoup d'hommes s'y laissent prendre. Mais c'est à mon avis un artifice bien méprisable. » « Sans aucun doute, » répliqua Darcy, à qui ces paroles s'adressaient spécialement. « Il y a quelque chose de méprisable dans tous les artifices que les femmes s'abaissent à mettre en œuvre pour nous séduire. » Miss Bingley fut trop peu satisfaite par cette réponse pour insister davantage sur ce sujet. Lorsqu'Élisabeth reparut, ce fut seulement pour dire que sa sœur était moins bien et qu'il lui était impossible de la quitter. Bingley insistait pour qu'on allât chercher immédiatement Mr. Jones, tandis que ses sœurs, dédaignant ce praticien rustique, jugeaient qu'il vaudrait mieux envoyer un express à Londres pour ramener un des meilleurs médecins. Élisabeth écarta formellement cette idée, mais elle accepta le conseil de Mr. Bingley et il fut convenu qu'on irait dès le matin chercher Mr. Jones, si la nuit n'apportait aucune amélioration à l'état de Miss Bennet. Bingley avait l'air très inquiet, et ses sœurs se déclaraient navrées, ce qui ne les empêcha pas de chanter des duos après le souper, tandis que leur frère calmait son anxiété en faisant à la femme de charge 1000 recommandations pour le bien-être de la malade et de sa sœur.